Merci. Jérôme, tu veux poser une question ou sinon, je pensais poser à Camille, enfin, pour revenir sur cette question de la réparation dont tu as parlé tout à l'heure, Camille, donc des différentes formes de réparation possibles, puisque tu as parlé de la bourse, des bourses pour des étudiants euh, afrodescendants, enfin, ou issus Oui. de l'esclavage. Je voulais savoir, ben voilà, est-ce que vous avez des pistes à la PAPDA et dans les autres mouvements sociaux haïtiens pour que cette réparation puisse servir concrètement les intérêts, les besoins des Haïtiens, des Haïtiennes. Et voilà. Donc voilà, si vous aviez des pistes pour la réparation, est-ce que vous étudiez la voie judiciaire ou est-ce que cette voie-là, vous la mettez de côté parce que trop compliquée ou parce que elle n'irait pas, enfin, elle répondrait pas à vos objectifs. Et voilà, sur cette question, quelle forme pourrait prendre la réparation pour le peuple haïtien en raison de cette rançon de l'indépendance? Et comment faire pour que, parce que tu l'as dit, hein, la clique qui est au pouvoir actuellement en Haïti, c'est une clique qui est largement asservie, enfin qui sert les intérêts des puissances étrangères, des puissances impérialistes, dont la France, dont le Canada, dont les États-Unis, et qui sert aussi ses propres intérêts, hein, puisque cette élite au pouvoir s'enrichit aussi, notamment grâce à la dette. Donc, comment faire pour que la réparation aujourd'hui, euh, que le peuple haïtien, enfin, que le peuple haïtien doit obtenir, comment faire pour que cette réparation n'aille pas dans la poche de cette clique au pouvoir? Question complexe, Oui. hein, mais Non, alors, je pense que toutes les options et en termes d'offensive sur cette question-là sont bienvenues. Et je salue les initiatives qui ont été prises par quelques associations françaises d'attaquer en justice les entreprises mhm. françaises qui ont bénéficié des versements de cette rançon. Et je salue aussi les différentes déclarations, les articles de Thomas Piketty, n'est-ce pas, qui a publié, ça fait 1 an et demi, un article disant que la France devait absolument rembourser au moins 28 milliards d'euros. Mais les articles du New York Times parlent de 115 milliards aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a aussi, ça fait à peu près 1 an et demi, qu'on a mis en ligne un site Internet qui donne le détail des individus et des entreprises qui ont reçu les paiements des versements haïtiens. C'est disponible en ligne, donc on peut les consulter, on peut savoir exactement quelle est l'affiliation entre ces spoliateurs et les grosses entreprises aujourd'hui, bon, comme la banque CIC, qui aujourd'hui fait partie des neuf plus grandes banques multinationales au monde et qui a tiré énormément de profit de cette question de la rançon haïtienne. Donc, je pense que les initiatives judiciaires sont importantes, mais le clé, la question la plus importante pour moi, c'est la mobilisation, hein. Et je pense que c'est la mobilisation sociale et politique qui peut effectivement donner des résultats, et une mobilisation sociale et politique qui doit être internationaliste, qui doit associer d'autres organismes. Par exemple, au niveau de la Caraïbe, les mouvements de réparation sont très, très importants pour nous, ils constituent une priorité. Et, et en fait, la question des réparations est une question structurelle, hein. Ce n'est pas une question conjoncturelle que l'on peut traiter simplement à partir de la nature du gouvernement haïtien aujourd'hui. Je pense que ça dépasse Mhm. largement la question. Et au niveau de comment faire pour qu'on obtienne cette réparation, donc ce sont des rapports de force au niveau international, d'une part, et comment l'utiliser en Haïti, évidemment. Ceci demande que ces sommes soient connectées à un projet national de relèvement, un projet national de prospérité collective qui, justement, soit en rupture avec la nature actuelle de l'État haïtien. Et ça veut dire qu'il priorise effectivement les besoins de la population au lieu d'être un État capturé par les intérêts oligarchiques et les intérêts impérialistes comme cela se passe aujourd'hui. Donc, je donne souvent l'exemple de Petrocaribe,
Donc, avec l'accord Petro-Caribé, l'État haïtien bénéficiait de coussins de liquidité relativement confortables de 300-400 millions de dollars américains chaque année. Comme vous connaissez le mécanisme de Petro-Caribé, donc on reçoit du pétrole et on paie 50% de la valeur de la marchandise reçue et 50% peuvent être remboursés sur 25 ans avec un taux d'intérêt autour de 1% là. Donc, ceci permettait que l'État haïtien disposait pour la première fois de liquidités assez confortables. Et non seulement il y a eu des problèmes de corruption, mais surtout, il faut souligner que les fonds pétro-caribéens ont été dépensés avec la même matrice de politique néolibérale imposée par le Fonds monétaire international. Ça veut dire que, par exemple, si on voit les pourcentages, l'agriculture paysanne a été totalement marginalisée en recevant moins de 1% des fonds. Donc c'est cette même logique de politique. Et il est évident que si c'est cette même logique de politique, c'est une politique anti-développement, c'est une politique qui ne permet pas de développer des stratégies de redistribution, ce n'est pas une politique qui permet de lutter contre la pauvreté, et ce n'est pas une politique non plus qui puisse être structurante au niveau de donner à la société haïtienne des sentiers intéressants de prospérité. Donc je pense que les différents champs auxquels ces sommes pourraient être utiles, et c'est d'abord la question de la reforestation, puisque nous sommes un territoire qui a été saccagé pendant plus de 100 ans, avec des épisodes terribles, de pillage intensif des réserves forestières d'Haïti. Par exemple, pendant l'occupation américaine d'Haïti, seulement en 19 ans, de 1915 à 1934, ils ont pillé 21% des réserves forestières d'Haïti. Donc, la reconstitution des réserves forestières d'Haïti est un des éléments essentiels, surtout quand on sait que après la signature, la reconnaissance de cette ordonnance de Charles X en 1825, dès 1828, Haïti avait des difficultés pour trouver des sommes pour le service de la dette. Et après avoir obtenu des prêts des banques européennes, françaises et anglaises, la solution trouvée par le gouvernement haïtien a été d'accélérer les ventes d'arbres précieux, de bois précieux sur le marché international pour générer des devises. Donc, on a vendu sur le marché international Campêche, Acajou, Taverneau, Gaillac, etc. Et Haïti, à un certain moment, était l'un des premiers exportateurs mondiaux de Campêche, par exemple. Donc, vous imaginez un petit territoire exigu comme Haïti qui devient un grand exportateur de bois précieux. Et donc, on a utilisé les bois précieux comme monnaie d'échange pour pouvoir obtenir des devises et rembourser la dette. Donc, je pense que l'une des choses essentielles aujourd'hui, et essentielles aujourd'hui aussi pour résoudre la crise environnementale très grave que nous sommes en train de subir, c'est la question d'une reforestation accélérée et les ressources adéquates pour rendre viable cette reforestation. Donc, je dirais d'abord la question de la reconstitution du capital boisé, la question de l'alphabétisation, parce que nous sommes encore autour de 40% de population analphabète, et les systèmes d'éducation et de santé qui sont aujourd'hui largement privatisés, donc constitution de systèmes publics de santé et de systèmes publics d'éducation qui permettent justement un accès universel à une éducation de qualité et à des services de soins adéquats. Donc, je dirais ces champs-là, reboisement, alphabétisation et système public de santé et d'éducation. Très bien. Merci.